Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Le Bénin et le Burkina Faso affinent leur coopération transfrontalière. Des délégués des deux pays sont réunis à Cotonou pour finaliser un projet d'accord cadre entre les gouvernements du Faso et du Bénin. Les détails dans ce journal. Dans quelques jours, c'est la rentrée des classes. Des stands de vente de fournitures scolaires, vous l'aurez constaté, sont installés un peu partout à Cotonou. Mais sont-ils réellement animés? Le constat dans ce 20h. Nous nous intéresserons aussi au 75e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies. Ce lundi, le ministre béninois des Affaires étrangères a prononcé un discours à l'occasion de la mission de haut niveau pour la commémoration de cet anniversaire. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue aux 20h. Le bureau politique de l'Union progressiste a effectué une tournée dans les 3 premiers arrondissements de Cotonou. Objectif, faire le bilan des élections municipales et communales de mai 2020. Axel Donsi et Edmond Hongbo, compte rendu. Nous sommes heureux de pouvoir échanger avec vous à la base. Comme j'ai l'habitude de dire, sans la base, il y a la vie. Cette mobilisation des militants de l'Union progressiste fait suite à l'appel de la direction du bureau national du parti, le Baobab. Des émissaires du parti sont envoyés à leur rencontre. À la tête de la délégation, Mathurin Kofinago. Nous qui sommes au bureau politique, nous sommes d'abord militants à la base. Et c'est parce que nous sommes militants que nous avons été là-bas en votre nom, pour réfléchir et œuvrer pour que les choses se passent bien. Ils sont venus s'enquérir des nouvelles de leurs militants. Un moment d'échange et de bilan. Quand un grand parti va aux élections, le problème, ce n'est pas de trouver les militants, c'est comment les sélectionner, comment sélectionner les candidats. Au cours de ces sélections-là, il y a eu des frustrations. Tous ceux qui voulaient être candidats et qui n'ont pas pu l'être se sont sentis vraiment écartés. Il fallait que ceux-là, on les remercie pour leur amour pour le parti et qu'on leur demande d'oublier le passé. Le périple du comité de supervision du bilan des élections précédentes démarre ainsi dans le premier arrondissement de Cotonou. Les difficultés ont commencé depuis la fusion de tous les partis dans l'Union progressiste. Et depuis ce temps, beaucoup de militants ne se sont pas trouvés. Je crois que quand, au niveau du parti, on aurait installé ces structures-là, il y aurait moins de plaintes par rapport à la désignation des candidats, parce que ce sont ceux qu'ils ont eux-mêmes désignés qui vont leur proposer donc des militants pour les diverses échéances qui vont survenir après. Donc pour en finir avec les conflits, il faudrait qu'on responsabilise nos militants à la base et que ce soit véritablement eux qui décident. Du premier arrondissement Cap est mis sur Yenawa dans le deuxième arrondissement de Cotonou. L'exercice se répète ici. Les militants sont heureux de cette rencontre avec le parti. À l'occasion, les langues se sont déliées. C'est vrai, sur le terrain, il y a eu des mécontentements, des guéguerres, tout ça là. Mais je remercie les responsables du parti politique qui ont pensé aller à la base pour corriger ces petits soucis que nous avons et nous sommes sortis gagnants, victorieux aujourd'hui. Je vous dirais tout de suite qu'il s'agit d'une très bonne initiative prise par le parti. Vous n'êtes pas sans savoir que dans le parti, il y a quelques dysfonctionnements depuis un certain moment.
les autorités au sommet du parti ont donc décidé de régler ces petits problèmes-là avant les prochaines échéances électorales. Le 3e arrondissement de Cotonou boucle la boucle de ce moment bilan entamé par l'Union progressiste. À en croire les représentants du bureau national du parti, les doléances seront transmises à qui de droit et les problèmes seront réglés à la base. Tous les 545 arrondissements du Bénin seront parcourus, toujours pour maintenir la paix au sein du parti et la réussite du système partisan. Janvier 2020 a marqué le début des célébrations du 115e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies. Ce lundi 21 septembre 2020, le ministre béninois des Affaires étrangères a d'ailleurs prononcé un discours sur la question. C'était à New York à l'occasion de la mission de haut niveau pour la commémoration du 10 anniversaire. Une réunion qui s'est tenue en marge de la 115e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU ouverte depuis le 15 septembre. Suivons ici la substance de son message. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 75 ans après sa création, l'ONU est aujourd'hui une organisation universelle, réunissant 193 membres, jouissant d'une légitimité unique et au sein de laquelle les aspirations de l'humanité s'expriment à la fois dans leur complexité et leur diversité. Grâce à l'action des Nations Unies, des pays en proie à des conflits ont été stabilisés, des millions de vies ont été sauvées. Des initiatives importantes ont été lancées dans les domaines clés tels que le développement durable, la promotion de la femme, le respect et la promotion des droits de l'homme, la protection de l'environnement et la bonne gouvernance. Tous ces acquis ne doivent cependant pas nous faire perdre de vue l'ampleur et la complexité des défis qui se présentent encore devant nous. De ce point de vue, cet anniversaire est une opportunité pour jeter les bases du renforcement des fondements de cette organisation. C'est pourquoi ma délégation souhaite insister sur 3 priorités politiques, à savoir 1. Promouvoir un multilatéralisme qui produit des résultats. 2. Assurer le maintien de la paix par la diplomatie préventive. 3. Accélérer la mise en œuvre de l'agenda 2030. En effet, alors que de plus en plus de gens émettent des doutes sur les vertus du multilatéralisme et remettent en cause l'efficacité des Nations Unies, ma délégation réaffirme sa conviction que l'ordre multilatéral fondé sur des règles est la seule garantie pour renforcer la stabilité et la paix internationale et que les défis communs ne peuvent trouver de solution durable qu'à travers la coopération internationale. Cependant, proclamer les vertus du multilatéralisme ne suffit plus. Il faut des preuves de son efficacité. La vocation première des Nations Unies est de garantir la paix et la sécurité mondiale. Dans le contexte actuel de dégradation de cette paix, dans plusieurs régions du monde, la question de la prévention des conflits doit demeurer au centre des priorités de notre organisation. Les nombreuses initiatives lancées par les Nations Unies depuis 7 décennies dans ce domaine méritent d'être saluées, même si elles n'ont pas toujours été en mesure de prévenir l'irruption de la violence. Tous les États membres ainsi que les organisations régionales et sous-régionales doivent renouveler leur engagement politique afin de rendre la prévention et le règlement des conflits possibles. Alors que nous amorçons la décennie d'action pour la concrétisation des objectifs de développement durable, dans un contexte de crise sanitaire, je voudrais insister sur le fait que leur réalisation effective, en particulier dans ce contexte, requiert la mobilisation de ressources financières adéquates et un partenariat international revitalisé. Pour conclure, permettez-moi, Mesdames, Messieurs, de réaffirmer ma confiance en notre commune organisation, l'Organisation des Nations Unies. Cette organisation constitue toujours un merveilleux outil dans les mains de l'humanité pour faire avancer le bien commun et la paix. Il ne tient qu'à nous de lui donner les moyens de se renforcer et de contribuer à l'avènement d'un système de gouvernance mondiale plus inclusif. Je vous remercie. Et puisqu'on parle de paix, ce 21 septembre, c'est la journée internationale de la paix. La communauté internationale fait face à une nouvelle menace, une menace qui invite le monde entier à la solidarité pour le bien-être et la paix dans le monde. Awa Sherif et Yves Agdopessi. L'année 2020, une année singulière qui a secoué le monde entier dans tous les domaines de la vie quotidienne. La Journée internationale de la paix se célèbre cette année sous le joug de la pandémie du coronavirus. La paix étant
Une quête permanente de tous les jours. Dans ce contexte de pandémie, elle est encore à apprivoiser. L'apparition du coronavirus cette année est venue rappeler à la communauté internationale qu'elle a une communauté de destin. Parce qu'il s'agit d'une pandémie. Ce n'est pas une maladie isolée, ce n'est pas une épidémie limitée à un seul continent. La Terre entière a été touchée dans toutes ses dimensions. Les hommes, dans leur diversité de pouvoir, de conditions sociales, ont été touchés. Et donc, cette pandémie vient nous rappeler l'urgence de concertation encore plus poussée, de nous souvenir que la solidarité de la communauté internationale, l'exigence de la concertation, et en tout cas la mutualisation de nos moyens pour la contingenter, c'est autant de choses qui se sont rappelées à nous et qui nous renvoient aux valeurs des Nations Unies. Ouais, cette affaire de Covid-19 là, sincèrement, ça a bouleversé tout le monde. Les choses ne sont plus en place, il n'y a plus les salutations avec chaleur, on ne peut plus se faire des accolades, on ne peut plus se réunir comme on veut, on ne peut plus se réjouir comme on veut, beaucoup d'affaires sont en berne et nous allons traverser la journée en berne, la journée de la paix, nous allons la traverser en berne. Nous ne pourrions plus organiser les activités comme nous en avions l'habitude. Sauvegarder nos vies et la paix partout dans le monde et dans notre pays, c'est le moment de travailler les ressorts de la solidarité et de la tolérance. Au-delà de l'absence de conflit et la quête de l'égalité dans les communautés, la paix n'occulte aucun secteur de la vie, même la santé. Et la solidarité devient encore une exigence face à ce défi mondial. Et que face à la menace pour l'espèce humaine, on soit spontanément dans la recherche concertée des solutions, du vaccin notamment, et qu'on se débarrasse complètement des accusations qu'on a entendues, qu'on a observées de part et d'autre. Disons que de travailler ensemble à la recherche de solutions qui améliorent le bien-être des populations, le bien-être général de la communauté internationale, participe des actions en faveur de la paix. Mais nous allons profiter de la journée pour que, individuellement, nous puissions faire des réflexions. Encore que nous sommes à la veille de la présidentielle qui pointe déjà à l'horizon, où nous avons vu des partis politiques qui ont commencé par se mettre en ordre de bataille. Et je demande à nos autorités de faire en sorte que la paix règne et continue de régner dans notre pays pour que nous puissions bénéficier du développement qui est en route en ce moment. Parce que sans la paix, nous ne saurions bénéficier de ce développement qui est en train de faire révéler le Bénin. Donc nous sommes peu ou prou responsables de la stabilité dans nos pays. Et nous sommes responsables du sentiment de bien-être, du sentiment de justice ou non de nos populations. Et point trop n'en faudrait en termes de volonté de conquérir le pouvoir, en termes de compétition politique. Les élections, c'est un jeu, c'est une modalité de la démocratie. Ce n'est pas la fin du monde non plus. Que les uns et les autres sachent raison garder et que nous nous engageons effectivement pour que les élections dans notre pays soient de plus en plus banales et que la possibilité de l'alternance au pouvoir soit également une donnée. La Journée internationale de la paix face aux défis de la pandémie. La paix l'emportera certainement. Il suffit d'y croire tout en associant les fondamentaux des valeurs humaines comme la solidarité. Un monde meilleur dans la paix, c'est bien possible. Je vous l'annonçais dans les titres. Après les instruments juridiques panafricains et communautaires, le Bénin et le Burkina Faso affinent leur coopération transfrontalière. Pour ce fait, c'est à Cotonou que les délégués des deux pays se réunissent pour finaliser un projet d'accord cadre entre les deux gouvernements. Nikana Kovi et Benjamin Denayon pour le point. C'est à une révision générale avant l'examen final que sont conviés ici burkinabés et béninois.
Techniciens et juristes des deux parties sont réunis pour examiner le projet d'accord cadre entre le gouvernement de la République du Bénin et le gouvernement du Burkina Faso sur la coopération transfrontalière. Et à l'issue de cet atelier, ce qu'ils écriront fera loi pour les deux pays. L'activité qui nous réunit ce jour s'inscrit dans le cadre du renforcement du cadre juridique bilatéral de la coopération transfrontalière entre le Burkina Faso et la République du Bénin, qui partagent des liens séculaires d'amitié et de fraternité. Elle constitue une étape d'un processus devant aboutir à la signature d'un accord cadre de coopération transfrontalière par les plénipotentiaires de nos deux pays en vue de faciliter et d'encourager les relations de coopération transfrontalière entre les acteurs au niveau local. Le contexte est celui du tracé des frontières hérité de la colonisation, utilisé depuis lors comme arme géostratégique. À l'aune des défis sécuritaires contemporains et ceux liés à l'intégration socio-économique voire culturelle, la coopération transfrontalière apparaît aux yeux de ces acteurs comme un instrument favorable à la cohabitation pacifique entre les peuples. 2 jours durant, nous allons regarder cet avant-projet que vous connaissez tous très bien pour en faire un élément fondamental. Ce devoir nous est imposé par la situation sécuritaire que nous avons dans notre région. Car comme vous l'avez vu, les terroristes n'ont pas de frontières. Il faut qu'on leur dise non. Non, pas ce que nous allons faire aujourd'hui, non, pas ce que nous allons faire après, pour permettre donc de penser un peu les plaies de Berlin. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui et je crois que nous sommes capables de le faire. Ce projet d'accord bilatéral vient en appui à la Convention de l'Union africaine sur la coopération transfrontalière dont le Bénin et le Faso sont signataires, respectivement depuis 2015 et 2016. Quel bilan à mi-parcours peut-on faire de la campagne cotonnière 2020-2021? Pour avoir des réponses à cette question, la Fédération nationale des coopératives de producteurs de coton a entamé une tournée nationale de suivi des champs de coton. Wenceslas Sarwany et Aziz Alagbe ont suivi l'étape des communes de la Liborée. Regardez. Vous allez reprendre le traitement. Au lieu de 3 lignes ici, déjà l'attaque est trop forte. Il faut reprendre avec 2 lignes. Dans les exploitations de coton de la Liborée, les visiteurs apprécient, questionnent et conseillent les producteurs aux besoins. L'objectif de cette tournée est d'abord de nous enquérir de l'état global d'avancement de la campagne cotonnière 2020-2021. Aussi nous enquérir de l'état des champs, aussi bien des difficultés que rencontrent les producteurs sur le terrain. Sous le régime de Patrice Talon, le Bénin a réalisé des performances de production jamais réalisées dans l'histoire de la production cotonnière dans notre pays. Et ça, c'est du mérite des producteurs de coton, du mérite de l'encadrement et du mérite aussi du gouvernement de son Excellence M. Patrice Talon, qui a opéré des réformes qui ont permis de réaliser ces performances-là. À Segbana, Kandigogounou et Banikwara, le constat est le même, à quelques détails près. L'état des lieux est bien reluisant. Nous sommes à 50, 55, 60 à l'achat de capsules de coton. Et s'il progresse, peut-être il va lui rester 3 traitements pour finir. Et les 3 traitements, avant de finir, il y aura les charges de 120 à 130 capsules dans ce champ. Alors, félicitations, chers collègues producteurs. Nous sommes venus voir les insuffisances, mais on constate ici des satisfactions. Ça veut dire que la qualité des insecticides, de l'engrais, des herbicides envoyés par la Sodeco sont à qualifier. Donc, rendez-vous à la récolte et attendons-nous à 3 tonnes à l'hectare. Les gens d'encadrement, nous travaillons en franche collaboration. Et vous avez vu ce que ça a donné sur le champ de ce producteur. Presque dans toute la commune, c'est toujours comme ça. Il n'y a aucun champ où vous allez partir et vous soyez découragé. Je ne crois pas. L'étape actuelle de la production est très sensible, selon les experts.
Les équipes d'encadrement et les producteurs sont appelés à être exigeants quant au respect des itinéraires techniques, notamment la reprise des traitements pour cause de lessivage. On prend 2 producteurs dans ces conditions, on se rend compte que celui qui laisse tomber, parce qu'il y a une pluie qui a lessivé, il se retrouve à peine à 1 tonne à l'hectare pour un champ de cette nature-là. Alors que celui qui a accepté reprendre les traitements se retrouve au minimum à 2 tonnes 500 voire 3 tonnes à l'hectare. On en a des cas dans la commune. Avec l'arrivée de l'équipe et les conseils qu'on vient de me donner, je crois que d'ici demain matin, je vais reprendre le traitement qu'il faut pour pouvoir maîtriser ces ravageurs. Entre autres difficultés énumérées, il y a les poches de sécheresse installées en début de campagne et les inondations actuelles par endroits. Dans le reste de l'actualité, un nouveau projet pour aider les jeunes de Dangbo à sortir du chômage. Il s'agit du projet Afrique Debout. 60 jeunes orphelins et personnes en situation difficile de la localité ont été formés à l'entrepreneuriat. Ils ont reçu leur parchemin le week-end écoulé. Brice Rongbo, Firmé Bassao. Cérémonie sobre mais digne d'intérêt car elle marque la fin d'une formation assidue de 2 semaines dans divers domaines d'activité. Nous avons pu former nos enfants dans les domaines de l'agriculture, l'élevage, la cosmétique, les transformations agroalimentaires, montage de panneaux solaires et j'en passe. C'est un projet qui a pris corps à partir de l'arrondissement de Sénadé dans la commune de Dangbo et s'emploie aujourd'hui à faire de 60 jeunes orphelins ou enfants en situation difficile des entrepreneurs de demain capables de servir d'exemple à toute la jeunesse béninoise. Et aux parrains de la formation d'utiliser des termes forts et un langage franc à l'endroit des récipiendaires. Aux chers enfants, je veux véritablement vous parler du fond du cœur pour que d'ici 5 ans, qu'on puisse retrouver parmi vous de véritables hommes d'affaires comme moi-même ici présent devant vous. Très souvent, ce qui nous mine, ce qui freine notre développement, c'est l'ego. C'est l'égoïsme à outrance. Là où je suis, ce n'est pas affaire de diplôme. Bien que je sois nanti de gros diplômes, attention, je suis un cadre bon teint. Mais ma réussite n'a jamais été question de diplôme pour mon positionnement dans la société. 50 parmi ces jeunes sont entièrement pris en charge par le parrain de la formation et il n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Autour de ça, vous constituez une première formation que moi-même personnellement, je m'engage à suivre de près, à vous appuyer au point où, parmi vous, ceux qui sont véritablement conscients puissent aller très loin. Inciter les jeunes en quête d'emploi à prendre leur destin en main à travers des activités génératrices de revenus reste le leitmotiv des initiateurs de cette formation. L'exemple de Dangbo devrait inspirer de nombreux autres jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. À Abomey-Calavi, le maire soutient les opérateurs économiques qui opèrent sur son territoire. Angelo Arondinou a échangé avec eux sur les difficultés qu'ils rencontrent dans leurs activités et sur les éventuels projets à mettre en œuvre pour le développement de la commune d'Abomey-Calavi. Précieuse Aquarono et Alexis Kenom. Le développement local au cœur des échanges entre la première autorité de la commune d'Abomey-Calavi et les chefs d'entreprise. Ici, on jette les bases d'un partenariat propice à l'essor économique de la commune. À l'heure où le gouvernement de notre pays facilite la création d'entreprises comme jamais cela n'avait été pensé auparavant, nous ne pouvons pas nous permettre de rester en retrait. Bien au contraire, nous allons apporter notre pierre à l'édifice en articulant au niveau local une formule qui pourrait faire des émules à travers tout le pays, voire au-delà. Si nous voulons que votre engagement citoyen soit plus tangible à nos côtés, nous devions en amont vous accompagner à être plus prospères.
C'est cela le sens de mon engagement pour une consolidation du secteur privé à Abomey-Calavi. La mairie d'Abomey-Calavi est prête à accompagner les petites et moyennes entreprises installées sur son territoire. Et pour joindre l'aide à la parole, le maire a demandé à l'assistance de proposer séance tenante 3 délégués pour l'élaboration de l'arrêté communal devant finaliser le partenariat local, public-privé. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin prête main forte à la mairie d'Abomey-Calavi. Elle aussi veut accompagner le partenariat local, public-privé. J'aimerais vous rassurer ici que la Chambre de commerce sera toujours à vos côtés. Nous serons toujours là pour vous assister, vous accompagner. Notre objectif, entre autres, est de faire de communes du Bénin des pôles industriels. Et donc, le pôle industriel de la commune d'Abomey-Calavi sera bientôt une réalité. Et donc, nous demandons à Monsieur le maire, nous avons déjà envoyé la demande de manière formelle, que nous ayons ici à Abomey-Calavi un terrain d'au moins 10 hectares par un bail amphithéotique qui nous permettra d'installer un pôle industriel qui permettra évidemment de collecter des taxes pour la commune, mais également de fédérer les actions pour avoir un réel pôle industriel, pour donner du travail aux jeunes et réduire le chômage dans la commune et surtout faire le développement à la base, le développement économique de la commune de Calavi, mais le développement économique également de tout le Bénin. D'autres rencontres du genre auront lieu. Le maire d'Abomey-Calavi se dit disponible. Il rassure que ces locaux restent ouverts aux personnes désireuses de contribuer d'une quelconque manière au développement local de la commune. Le ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle est déjà dans la dynamique de la rentrée scolaire. Des manuels scolaires ont été remis ce week-end aux directions départementales. Jean-Claude James, Jules Akweikou. Un lot de manuels scolaires, de précieux outils pour des activités pédagogiques de qualité. Une priorité du gouvernement qui a nécessité la bagatelle de 50 millions de francs CFA pour l'acquisition de ces documents. La cérémonie de ce jour vise l'amélioration des conditions de travail des enseignants et des apprenants d'une part, et concourt à la promotion de l'excellence dans le sous-secteur de l'enseignement secondaire général d'autre part. Cet appui important de l'État, qui témoigne une fois encore de l'intérêt qu'il apporte pour le système éducatif en général et le sous-secteur de l'enseignement secondaire général en particulier, contribuera sans doute à l'atténuation des problèmes liés au déficit de manuels didactiques dans nos établissements d'enseignement secondaire général. D'ores et déjà, je voudrais, en ce qui concerne ces manuels, rassurer le ministre qu'une répartition convenable en sera faite au niveau de chaque direction envers les différents établissements pour le bonheur de nos chers apprenants. À la suite des enseignants, les lauréats des Olympiades de mathématiques édition 2020 étaient aussi à l'honneur. Sur les 33 meilleurs élèves des premiers C venus des 12 départements, Tossou Isidore du CEG à Plaroué, Padonou Julius du Prytanée militaire de Bembereke et Aboua Martial du lycée Mathieu Bouquet occupent respectivement les 3 premières places. Nous avons eu le privilège d'être encadrés par des professeurs et inspecteurs qualifiés. Ce séjour nous a permis non seulement d'acquérir de nouvelles connaissances, mais aussi d'approfondir celles déjà acquises. Nous ressortons fortifiés et revigorés de zèle pour le travail, afin d'apporter notre pierre à l'édifice de la nation béninoise, car conscients et honorés de la confiance que vous placez en nous. Pour cette activité à double objectif, ces acteurs du système éducatif avaient à leur côté le préfet du Mono et le maire de Lokossa. Le 28 septembre prochain, élèves et écoliers vont retrouver le chemin des classes. À une semaine de la rentrée, les stands de vente de fournitures scolaires sont-ils réellement animés? Fifame Salomé Atadedielo et Kodogba ont fait le constat à Cotonou. Je suis prête pour affronter l'année scolaire.
Telle la petite Emmanuela, plusieurs enfants s'impatientent pour la reprise des classes pour retrouver leurs amis. Mais les parents ne s'inscrivent pas forcément dans la même logique, car pour eux, c'est le moment de serrer les ceintures pour l'achat des fournitures scolaires. C'est notre quotidien, on n'en a pas le choix. Seulement que j'ai constaté que les prix ont légèrement augmenté. Et tout ce qu'on fait, c'est pour les enfants. Nous sommes là pour les enfants. Voilà, faisons-leur quand même plaisir. Sur la plupart des points de vente, l'affluence n'y est pas encore. Les gens viennent, demandent le prix et repartent. Il y en a qui viennent, ils demandent le prix, ils disent qu'ils vont revenir. On ne leur refuse pas ça. Bon, cette année, il y a la crise sanitaire qui a fait baisser beaucoup d'activités. Ce secteur aussi n'a pas échappé à cela. Et c'est quand les parents ils ont la liste des fournitures qui viennent effectivement vers les stands. Les quelques-uns qui arrivent avant la rentrée, peut-être c'est pour prendre quelques cahiers, quelque chose pour permettre à l'enfant d'aller, d'éviter la rentrée. Et quand ils auront la liste des fournitures maintenant, ils vont nous revenir. Nous espérons très bien. Au niveau des librairies, le constat reste le même. Certes, le nombre de clients semble plus important que sur les stands, mais il ne serait pas pareil à celui des années précédentes. Présentement, les parents, on voit que les parents commencent à venir pour faire l'approvisionnement, l'achat des manuels scolaires. Mais normalement, l'année dernière, on avait déjà presque eu le pic d'affluence à pareil moment. Bon, on espère que d'ici la fin de la semaine ou début rentrée lundi prochain, qu'ils seront là. Et c'est ainsi que se présente la situation tous les ans. Nous sommes à une semaine de la rentrée scolaire, mais l'ambiance semble assez timide. Les parents attendent les tout derniers jours pour se rendre sur les points de vente de fournitures scolaires. Mais de toutes les façons, la rentrée aura lieu, et cela le 28 septembre prochain. Nous vous transportons à présent dans un univers pour vivre les merveilles de la technologie. Imaginez des lunettes qui nous couvrent entièrement les yeux et vous isolent du monde autour de vous. Vos gestes et mouvements qui sont reproduits dans un univers que vous n'imaginez pas. Les images semblent réelles, sauf que vous n'y êtes pas pour de vrai. Rebecca Kendiaoundé a fait une immersion dans le monde de la réalité virtuelle grâce au casque de réalité virtuelle. Ils sont à fond dans l'ambiance d'un monde sans pour autant y être. Un vécu simulé rendu possible grâce à un équipement à la pointe de la technologie. Un doux rêve pour certains, un cauchemar pour d'autres. Bienvenue dans l'univers de la réalité virtuelle. Un dispositif à l'allure banale, mais spécial, doté d'une technologie en 3 dimensions qui plonge son utilisateur dans un univers qui s'apparente au monde réel, donnant l'impression d'être en relief avec un champ de vision allant de 180 à 360 degrés. Les sensations vécues peuvent se révéler troublantes. Quand on vous met dans une cage et qu'on vous plonge au fond de la mer et que vous avez l'impression que vous êtes au fond de la mer, évidemment, vous avez l'impression. Ça, c'est virtuel. Il y a plusieurs types de réalité. Mais cette réalité est virtuelle. Elle est dans la pensée de l'individu, du gamer, du joueur qui joue. Des capteurs de position sont intégrés au casque qui détectent les mouvements appliqués sur les images. Ces petits bijoux de technologie vous permettent de jouer à des jeux variés sans fil ni appareil compatible. Seul le casque et parfois des manettes font l'affaire. Quelqu'un qui veut vivre une émotion de folie, une émotion de peur, a la possibilité de jouer au casque virtuel. Quelqu'un qui veut se promener dans un paysage vert a la possibilité de jouer au casque virtuel. Il y a des niveaux où même tu peux visiter un musée avec un casque de réalité virtuelle. Tu peux faire une immersion marine avec un casque de réalité virtuelle. Cette expérience de réalité virtuelle ne devrait être accessible qu'à partir d'un certain âge. Les adolescents qui ont minimum 12 ans, donc un enfant de moins de 12 ans ne peut pas jouer au casque de réalité virtuelle. Vous avez vu le cadre, c'est pour les adolescents et les jeunes.
Les enfants ne peuvent pas venir ici sans leurs parents. Donc, à partir de 12 ans pour le casque de réalité virtuelle. Joie, tristesse ou peur, chacune des émotions que transmet ce casque est plus que réelle. Au-delà des jeux vidéo, ces casques de réalité virtuelle pourraient être utilisés dans le domaine de la chirurgie, du tourisme ou de l'architecture. Et si notre quotidien était désormais rythmé par les vibrations et sensations de la réalité virtuelle? L'association Société Inclusive accompagne les personnes qui vivent avec un handicap avec le soutien du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Cette organisation de jeunes leur a offert des équipements de déplacement et de travail. Stanislas Lincoln, compte rendu. Elle reçoit des mains de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance son équipement. Marie-Noël, handicapée visuelle, est une étudiante à l'université d'Abomey-Calavi en 2e année d'espagnol. L'association Société Inclusive vient ainsi combler un vide de longue date par cette dotation en braille et en poinçon. Vraiment, c'est impeccable. J'étais vraiment dans le besoin, surtout pour mon poinçon que j'ai eu ici. Vraiment, mon poinçon était cassé. Et je faisais déjà le programme d'aller faire des demandes, comme il y a des protocoles à propos de cela. Quand je l'ai reçu, vraiment j'étais très contente et je me disais que ça fait un de moins. Comme Marie-Noël, une vingtaine de jeunes handicapés moteurs ou visuels bénéficient ici d'une centaine d'équipements constitués entre autres de la canne anglaise, la loupe et la tablette. L'organisation Société Inclusive n'entend pas limiter ses actions aux dons de kits aux personnes en situation de handicap. Nous aimerions que l'inclusion des jeunes en situation de handicap soit vraiment une réalité dans toutes nos sociétés, dans toutes les entreprises, qu'ils aient leur place, surtout ces jeunes-là qui ont la volonté d'avancer, puissent acquérir des postes. Une meilleure inclusion. Du soutien pour favoriser l'autonomisation des handicapés. Le gouvernement trouve noble cette vision et la partage. Pour lui, cette couche sociale a sa contribution à apporter dans le développement du pays. Le développement durable à l'horizon 2030 nous recommande de ne laisser personne de côté. Et c'est à cela que notre département, à travers la direction justement qui s'occupe des personnes qui vivent avec un handicap, la DPHTA, s'occupe pour vraiment favoriser cette inclusion-là et favoriser l'épanouissement des personnes handicapées. Lors des échanges, un sujet préoccupe tout le monde. Emploi des jeunes handicapés au Bénin, doit-on instaurer une obligation d'emploi pour amener les entreprises à s'engager et favoriser l'insertion professionnelle des diplômés de cette catégorie sociale? La ministre des Affaires sociales et de la microfinance rassure que son département s'est engagé à travailler davantage pour l'épanouissement des personnes handicapées au Bénin. Hors du Bénin, en Côte d'Ivoire, l'opposition appelle à la désobéissance civile contre un 3e mandat présidentiel de Alassane Ouattara. En Slovénie, on célèbre dans les rues le fils du pays, vainqueur du dernier Tour de France cycliste. Le monde en bref, c'est un récit de Ghislain Coguet. L'ex-président ivoirien Henri Konan Bédié appelle au nom de l'opposition à la désobéissance civile face à la candidature controversée à un 3e mandat du chef de l'État Alassane Ouattara à l'élection présidentielle du 31 octobre. Face à la convaincue, un seul mandat irréversible, la désobéissance civile. Forcer cette nomination en passant par le Sénat est juste un exercice de pouvoir brutal, déclare le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden au sujet du remplacement à la Cour suprême de la juge Ruth Bader Ginsburg lors d'un discours à Philadelphie en Pennsylvanie, alors que le président américain Donald Trump a affirmé qu'il proposerait rapidement un nom. L'ouverture, c'est d'abord rompre
Le ministre français de la Justice, Éric Dupond-Moretti, annonce la nomination de l'avocate Nathalie Rorey à la tête de l'École nationale de la magistrature. Un choix guidé par une volonté de rapprocher la justice du justiciable et de rompre avec des traditions surannées, la tradition de l'entre-soi. L'École nationale de magistrature sera pour la première fois de son histoire dirigée par une femme, l'avocate Nathalie Rorey, et pour la première fois aussi non issue de la magistrature, a annoncé ce lundi le ministre de la Justice. Deux bébés rhinocéros de Java, espèces très rares, en voie d'extinction, ont été repérés dans un parc naturel en Indonésie, redonnant un peu d'espoir pour l'avenir d'un des mammifères les plus menacés au monde. Fumigène et bouteilles de champagne en Slovénie après le sacre du coureur national Tadej Pogačar, vainqueur du Tour de France. Voisins, amis et amateurs du cyclisme font exploser leur joie dans sa ville natale de Komenda. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal. Merci pour votre attention. Retrouvez à 23h30 Estelle Pazot pour le JT Soir.